Merci de nous rejoindre sur l'ERTM à Bamako. Il est 13h, la même heure à Bouaké. Le journal, Ibrahima Traoré. À la une de ce 13h dimanche, du sport, notamment la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est avec vous, Famorou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Oui, la page sport de ce 13h dimanche est quasiment consacrée à la CAN 2023. Les quarts de finale ont rendu leur verdict et les Aigles du Mali sont tombés face aux éléphants de la Côte d'Ivoire 2-1 après prolongation. Rendez-vous sportif à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Dans cette édition, également au sommaire de cette édition, l'agression de la deuxième plus grande forêt classée du Mali par des orpailleurs clandestins. Il s'agit de la forêt de Keikoro, c'est dans la région de Bougouni. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en visite sur le site met en garde les agresseurs. Ensemble, rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations, thème de la journée mondiale de la lutte contre le cancer célébrée ce 4 février. Au Mali, le collectif des associations de lutte contre la maladie et ses partenaires initient un débat sur le sujet. L'invité de ce 13h dimanche est Djibril Guissé. Il est coordinateur général du festival sur le Niger à Ségou. La 20e édition ferme ses portes ce dimanche autour du thème jeunesse et tradition. Il sera en direct de la cité des Balanzans pour nous faire le point ou le bilan de cette 20e édition. À suivre l'actualité internationale, oui, toute l'actualité internationale. Nous irons notamment en Namibie qui a perdu ce matin son président de la République, Agé Gengop. Nous parlerons également du report sine-die de la présidentielle au Sénégal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La forêt de Keikoro dans la région de Bougouni est fortement agressée, constat du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en visite sur le site. Elle est la deuxième plus grande forêt classée du Mali après la Faya avec 52 000 hectares qui présente aujourd'hui un visage peu reluisant. Des orpailleurs clandestins font la loi sur cette forêt, mettant en péril la faune et la flore. Mamadou Fane et Sambou Diakité ont suivi ce déplacement du ministre de l'Environnement. Orpaillage et protection de la forêt ne font pas bon ménage. C'est le triste constat dans la forêt classée de Keikoro, commune rurale de Domba, dans la région de Bougouni. Cette forêt d'une superficie de plus de 50 000 hectares fait l'objet d'une agression de toutes sortes de la part des orpailleurs. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le lieu a pu apercevoir l'étendue des dégâts. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali dispose d'environ 105 forêts classées. Cette forêt de Keikoro ici est la deuxième forêt classée du Mali après celle de la Faya. Mais force est de reconnaître malheureusement que depuis un certain temps, cette forêt est soumise à différents types d'agressions. D'agressions liées à l'exploitation illicite de l'or, à l'exploitation illicite et illégale du bois et d'autres ressources fauniques. De telle sorte qu'aujourd'hui, si des mesures fortes ne sont pas prises, nous risquons de perdre cette forêt. Déjà, si vous regardez sur une carte, une vue aérienne, cette forêt, vous allez voir que des zones clairsemées. Aujourd'hui, il devient urgent pour les autorités de prendre des mesures pour arrêter ce désastre. Des dispositions seront prises très rapidement dans les jours à venir pour mettre fin à cette agression, a déclaré le ministre. Il y a différentes actions à mener. Les textes, même sur les forêts classées, autorisent les populations vivant, les communautés, en tout cas qui abritent ces forêts, à les exploiter de façon rationnelle. C'est l'exploitation intensive, industrielle, mais parallèlement, il y a la répression aussi, il y a l'application des textes
à la matière par rapport à l'exploitation illégale, à ces types d'agressions portées à nos ressources. Donc l'État va s'assumer. En attendant ces dispositions, des actions de sensibilisation seront menées à l'endroit des communautés pour qu'elles jouent un rôle d'avant-garde dans la protection de leur environnement. Bougouni, Mamadou Fane, Sambou Diakité pour l'ORTM. Ce dimanche 4 février est célébré la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Au Mali, le collectif des associations de lutte contre la maladie et ses partenaires ouvre le débat sur le thème « Ensemble, rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations ». Échanges qui ont mobilisé des organisations de la société civile autour du personnel soignant. On en sait davantage avec Sokona Kamisoko. Selon un rapport du registre des cancers 2020, chaque année, le Mali enregistre 1000 nouveaux cas de cancer du sein et environ 1600 nouveaux cas de celui du col de l'utérus. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur de la maladie. Mais la grande difficulté reste la prise en charge des personnes atteintes du cancer. Fatimata Diawara, présidente de l'association MC+. Les médicaments sont souvent rares et chers. Et il y a une subvention qui est là, mais qui depuis au moins 10 ans n'a pas été actualisée. Mais le nombre de malades augmente tous les jours. Aussi, on a des problèmes pour la radiothérapie. On a une nouvelle machine, mais elle n'est pas fonctionnelle. Et depuis, elle est installée depuis août 2022. Cette journée permet donc aux acteurs en charge de la question de jeter un regard rétrospectif sur le combat contre la maladie. Il s'agit aussi de dégager des pistes de solutions afin de revoir à la baisse le nombre de malades du cancer, d'où le choix du thème « Ensemble, rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations ». Dr Sidibé Fatoumata, oncologue. C'est bien de rechercher et c'est très important au Mali. Nous, on n'a pas encore les moyens. Cette recherche ne se fait pas de façon routinière. Ça sera bien qu'on mette ça en place parce que dans les autres pays, on va vous dire que le cancer commence à 50 ans, 60 ans ou plus. Ici, nous, on a beaucoup de patients qui n'ont même pas 40 ans qui ont le cancer de la prostate. Si vous partez au point G pour le cancer du sein aussi, on a beaucoup de jeunes filles qui ont moins de 30 ans qui ont le cancer du sein. Cette recherche nous permettra de savoir qu'est-ce qu'on a ici chez nous au Mali qui fait que les gens font très tôt le cancer. Diko Aminata Diko, porte-parole du collectif des associations de lutte contre le cancer. Notre ambition est de disposer à terme d'une organisation de tous les acteurs sans exclusive. Le collectif en appelle aux autres acteurs, individuellement ou collectivement, de les rejoindre afin de mutualiser les efforts et les moyens pour des résultats plus tendus. Pour atteindre plus de résultats, un collectif de 9 associations œuvre en synergie, avec comme finalité vaincre la maladie. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, il n'y aura pas de présidentielle le 25 février prochain. À quelques heures du début de la campagne électorale, le président Macky Sall a annoncé hier dans un discours à la nation le report sine-die du scrutin. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quels sont les arguments de Macky Sall pour reporter cette présidentielle? Le premier argument évoqué par le président Macky Sall, c'est la nécessité de respecter le principe de séparation des pouvoirs. Le deuxième, apaiser le climat politique et social du pays. Et enfin, lever le voile sur des différends liés à certaines candidatures et à des accusations de corruption. Dans son adresse d'hier également, le chef de l'État sénégalais a appelé l'Assemblée nationale à terminer son travail d'enquête avant l'organisation d'une présidentielle. Une commission parlementaire vient justement d'ouvrir une enquête sur le processus de sélection des candidats, des accusations de corruption de 2 juges du Conseil constitutionnel, unique candidate qui aurait menti sur sa nationalité. Pour Macky Sall, ces conditions que les juges troublent et le risque de contestation des résultats de la présidentielle justifient sa décision de reporter la présidentielle du 25 février prochain. Le chef de l'État a également promis d'ouvrir un dialogue pour réunir les conditions d'élection libres et transparentes dans un Sénégal apaisé. Si cette décision vise à apaiser justement le Sénégal, elle risque aussi de créer de nouvelles divisions selon certains observateurs.
Preuve, hier soir, les candidats de l'opposition ont promis de continuer leur campagne et appelé à la résistance. Et peu de temps après l'annonce de Macky Sall, le secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, a annoncé sa démission. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'une élection est repoussée. Mais la grande question, Ibrahim Traoré, qui reste sans réponse, disons pour l'instant, est celle d'un nouveau calendrier. La coalition de Karim Wade a demandé un report de 6 mois dans une proposition de loi qui a de fortes chances d'être adoptée selon certaines sources. Plusieurs observateurs évoquent la fin du mandat de Macky Sall au 2 avril prochain. Merci Bourama Traoré pour ces explications. La Namibie étendue, le pays a perdu ce dimanche son président de la République, Hage Geingob. Il est décédé à l'hôpital Lady Poamba où il recevait un traitement médical. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Et c'est un communiqué publié sur le compte officiel X de la présidence namibienne qui annonce la nouvelle. Oui, le communiqué est signé par le nouveau chef de l'État par intérim, Angolo Mbumba, né dans le nord de la Namibie en 1941. Hage Geingob, président depuis 2014, est décédé aujourd'hui à Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuses lors d'un bilan médical selon la présidence. Hage Geingob avait déjà connu des problèmes de santé, y compris avant son arrivée au pouvoir en 2013. Il avait été opéré du cerveau l'an dernier. Il avait été opéré de l'aorte en Afrique du Sud, pays voisin de la Namibie. Plus récemment, il a pris position en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud contre l'Israël devant la Cour internationale de justice et condamné la position de l'Allemagne, ancienne puissance coloniale de la Namibie, qui a rejeté les accusations de génocide. La nation namibienne a perdu un serviteur distingué du peuple, une icône de la lutte pour la libération, l'architecte en chef de notre constitution et les piliers de notre maison namibienne, a déclaré le président par intérim. Alors des hommages n'ont pas tardé à travers le continent pour saluer la mémoire de l'homme. Oui, tout à fait. D'abord, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est joint au peuple de son pays frère, la Namibie, pour pleurer le décès d'un dirigeant patriote et ami de l'Afrique du Sud. Il était un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid. Il a également eu une grande influence dans la solidarité manifestée par le peuple namibien envers le peuple sud-africain afin que nous puissions être libres aujourd'hui, a ajouté le président Ramaphosa. Le président Kenya William Ruto a salué la mémoire d'un président qui a servi son peuple avec dévouement. Il croyait en une Afrique unifiée et défendait fortement la voix et la visibilité du continent sur la scène mondiale, a ajouté le dirigeant kenyan. La présidente tanzanienne s'est pour sa part déclarée profondément attristée d'apprendre le décès du président Geingob, un frère cher, un véritable panafricaniste et un grand ami de la Tanzanie. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour ces détails. En République démocratique du Congo, plan de retrait de la MONUSCO, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies est en visite dans le sud Kivu. Jean-Pierre Lacroix s'est entretenu notamment avec les autorités provinciales. Alors, Lassina Keita, qu'est-ce qui ressort de ces échanges? D'abord, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est à la recherche d'une assurance. S'assurer que le retrait d'environ 2000 casques bleus prévus en 2024 se fera conformément au plan de désengagement de la MONUSCO. Un plan qui veut l'occupation des positions par les forces de défense et de sécurité congolaises occupées par la MONUSCO. Plusieurs questions ont été évoquées dans les échanges, notamment la préservation des acquis au profit de la population congolaise après le retrait de la MONUSCO. Selon Jean-Pierre Lacroix, il est prévu d'ailleurs dans le plan de désengagement que les éléments de la MONUSCO se retirent au même rythme que l'arrivée des forces armées et de sécurité congolaises. De son côté, le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje, rassure que des mesures sont prises pour rétablir la paix après le départ de la MONUSCO. Il ajoute que le gouvernement de la République va faire son travail qui est de protéger sa population et enfin il exprime son souhait que les choses se passent calmement.
Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies a également recueilli les attentes des acteurs de la société civile sur le retrait de la mission onusienne. Ce dimanche, Jean-Pierre Lacroix va visiter une base de la MONUSCO située à Mikenge dans le territoire de Mwanga où la force de l'ONU assure la protection des milliers de déplacés internes qui campent autour de cette base. 13h14 sur nos antennes, la même heure à Ségou, où les lampions s'éteignent sur la 20e édition de Ségou Art, un festival sur le Niger, un événement qui s'est tenu autour du thème jeunesse et tradition. Ce rendez-vous culturel, ce sont des débats, des concerts géants, une foire artisanale, des expos photos et plusieurs autres activités. On fait le bilan avec l'invité de ce 13h dimanche, Djibril Guissé. Il est coordinateur général du festival sur le Niger. Monsieur Guissé, bonjour. Bonjour, mon cher ami Issa. Alors, d'abord, dites-nous pourquoi le thème jeunesse et tradition. Quel message vouliez-vous passer à travers ce thème? Merci beaucoup. Le thème jeunesse et tradition est un thème évocateur et d'actualité. Donc, l'idée, la visée de ce thème, c'est de créer un pont entre hier et aujourd'hui, former, renforcer les capacités de notre jeunesse en termes pour qu'ils contribuent mieux à la construction citoyenne, pour qu'on ait une jeunesse responsable et active, profondément ancrée dans nos valeurs traditionnelles que l'on appelle le Maya. Donc, c'est vraiment toute la visée de ce thème que nous avons choisi pour la 20e édition du Ségou Art Festival sur le Niger. Alors, le festival, ce sont aussi des débats, nous l'avons dit. Quels sont les sujets majeurs évoqués cette année? Une question pertinente à travers les tables rondes que nous avons organisées cette année lors de la 20e édition du Ségou Art Festival sur le Niger sur la thématique centrale art et changement climatique avec deux sous-thèmes. Le premier, c'est sur les streaming musicales. Vous savez, nos créateurs de musique font face à un défi majeur, celui de la diffusion musicale. C'est pourquoi nous avons fait appel à des experts, des chercheurs, des artistes, des musiciens pour venir réfléchir sur cette thématique, le streaming musical, pour que les artistes puissent, les créateurs de musique puissent vraiment mieux vivre de leur art, pour pouvoir créer des richesses, leur permettre de promouvoir leurs produits et vraiment en vivre. Alors, le festival sur le Niger a eu 20 ans cette année. Quelles ont été les grandes innovations de 2024? Oui, les innovations, il y en a eu tellement. L'innovation majeure, c'était la nuit du pain tissé. Donc, pour vraiment promouvoir, célébrer le label pain tissé Made in Mali, qui est réellement un label, le Bogolan du Mali, un produit très, très prisé. Donc, à cet effet, nous avons eu droit à toute une nuit consacrée à la valorisation de ce produit à travers un défilé de mode. Donc avec des stylistes et des renoms qui étaient là pour montrer toute la beauté, la magnificence des produits du pain tissé, du Bogola du Mali, mais c'était également des showrooms d'exposition du pain tissé, mais également un mini-salon donc, qui a permis de montrer toute la chaîne de production du pain tissé, du coton brut en passant par le cardage, le filage, le tissage jusqu'au produit fini. C'était des moments vraiment uniques et très intenses qui a mobilisé une grande foule au musée des masques et marionnettes de Ségou. Alors, nous savons que cette 20e édition se tient également toujours dans un contexte de crise sécuritaire, notamment au Mali. Si vous devez faire un bilan en termes de mobilisation et de rentabilité, que peut-on en retenir, M. Guissé? Absolument. Le bilan, je voudrais tout d'abord dire que nous sommes des organisateurs. Je suis un coordinateur très, très satisfait et heureux au lendemain de ce festival qui vient de se tenir en termes de bilan. Le festival sur le Niger, les 20 ans, ça a mobilisé plus de 40 000 festivaliers donc, qui sont venus d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs. Mais aussi, le festival sur le Niger 2024, ce sont les expositions d'art contemporain à travers les salons d'art contemporain. Donc, on a eu plus de 60 expositions d'une qualité exceptionnelle. Mais aussi, le festival sur le Niger cette année, c'est la caravane culturelle pour la paix, donc, qui a permis quand même de réunir les communautés du nord, du centre du Mali, Mopti était la ville invitée, mais aussi du sud, qui se sont
sont retrouvés autour des mains locaux et aussi à travers des rencontres communautaires pour échanger, dialoguer, parce que le Mali traverse et s'en passe, c'est quand même traverser, de passer cette crise. Mais il faut continuer à dialoguer, à échanger, à consolider quand même les acquis. Donc c'est un peu ça. Le festival sur le Niger, c'était aussi les troupes traditionnelles, le Bara de Ségou. Donc on a vu les troupes, toute la communauté, les communautés du Mali réunies sur les berges du fleuve Niger pour communier ensemble, célébrer la paix et la cohésion sociale, mais aussi à travers les courses de tir. Donc vous avez vu aussi les concerts géants qui ont rassemblé quand même des artistes de renom, Sidiki Diabaté, Salif Keita, qui étaient là. La fête était très belle. Et, très, très comblée. Et le chiffre d'affaires, l'économie locale a connu un boom, hein, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Rien que la foire de Ségou, notre foire artisanale et agricole, donc, qui a permis quand même d'injecter plus de 900 millions de nos francs CFA dans l'économie et qui a mobilisé plus de 250 000 visiteurs avec plus de 400 exposants qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs. Je pense que ça sera vraiment une contribution de taille en termes de promotion de l'économie locale. Et en termes de perspective, M. Guissé, c'est ma dernière question. Et quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions? Merci beaucoup, merci Ifra. Je pense qu'on s'inscrit dans une démarche d'industrialisation de l'artisanat d'art. Donc nous allons renforcer les pavillonnages en termes de promotion de l'artisanat d'art pour aider les artisans à mieux peaufiner, mieux présenter leurs produits. Mais également, nous allons rester constants, notre engagement va rester constant par rapport à la caravane culturelle pour la paix, pour consolider la paix et la cohésion sociale. Mais aussi, nous allons organiser le concours national d'art et de musique talent de la cité, pour vraiment continuer à apporter un soutien de taille, accompagner les artistes musiciens émergents, les artistes d'art visuel, etc. Mais aussi en termes d'éducation environnementale. Vous savez, on évolue la question de sauvegarde de l'environnement, c'est une question cruciale de nos jours. Donc nous allons continuer à former les jeunes enfants sur la thématique de sauvegarde de l'environnement à travers les outils d'art social, les contes, les théâtres, les bandes dessinées, pour vraiment contribuer à la sauvegarde du fleuve Niger. En ce moment, nous savons que les festivaliers sont sur le chemin de retour. Un dernier message particulier à lancer, M. Guissé? Voilà, le dernier message. Nous sommes très, très comblés d'avoir reçu ce beau monde, tous ces festivaliers qui sont venus de plus d'une trentaine de pays. Donc, nous avons communié ensemble pendant la semaine. Nous avons célébré le Mali, nous avons célébré l'Afrique. Nous disons merci à l'ensemble des festivaliers, à l'ensemble de nos partenaires financiers, mais également un bon spécial et une mention spéciale à nos forces de l'ordre de sécurité, donc qui ont créé les conditions à nos plus hautes autorités pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions. Merci, M. Guissé. Je rappelle que vous êtes Djibril Guissé, coordinateur du festival, coordinateur général du festival sur le Niger, qui a célébré cette année donc sa 20e édition. Encore une fois, merci et très bon retour aux festivaliers à travers le pays et en Afrique. Merci beaucoup. À bientôt. Les sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Bien, une actualité marquée par la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, qui a arraché sa qualification hier pour les demi-finales de la CAN. C'était face aux Aigles du Mali. Oui, le pays hôte a fait un nouveau pas vers son 3e titre continental. Les éléphants ont décroché leur passeport pour le dernier carré contre les Aigles au terme d'une rencontre âprement disputée. Les poulains du sélectionneur par intérim Emers Faye se sont imposés par 2-1, mal embarqués avec une équipe réduite à 10 après l'expulsion d'Odilon Kosunu avant la pause. La Côte d'Ivoire a concédé l'ouverture du score après l'heure de jeu. Néné Dorgelès, sur une passe décisive de Djadje Samassikou, a permis aux Maliens de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Dos au mur et virtuellement éliminés de leur compétition, les Ivoiriens ont réussi à recoller à la marque juste avant le coup de sifflet final. Un but de Simon Adingra a renvoyé les deux équipes en prolongation. Oumar Diakité, en toute fin de partie, a scellé la victoire de la Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens sont donc en demi-finale et affronteront la République démocratique du Congo, tombeuse de la Guinée, 3-1 la veille. À présent, et suivons les réactions des deux sélectionneurs, en commençant par celui des Ivoiriens, Emers Faye. Soulagé parce que ça a été très dur. On a eu une très bonne équipe malienne en face qui nous a posé vraiment beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps, dans les 30 premières minutes. On a eu du mal à les empêcher de jouer comme on voulait. En étant mené 1-0 à 20 minutes de la fin, c'est qu'il n'y a pas que du mental. Je pense que tactiquement, on a été très bon. Tu vois, dans 75 minutes, tu te dis, il ne peut rien t'arriver. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et tu perds un petit peu pied. Même si on a fait preuve de caractère, je pense que dans le jeu, comme vous dites, à 10 contre 11, ça n'a pas été suffisant. On a manqué de ligne directrice dans le jeu. Voilà, on n'a pas mis assez de centres. On n'était pas assez dans la surface de réparation. Et on n'a pas été à l'abri des contres de la Côte d'Ivoire et notamment de la très bonne rentrée de Diakité. C'est très difficile à encaisser. Voilà, c'était là les deux sélectionneurs Emers Faye et Eric Chekouchel, tout comme les sélectionneurs qui se sont exprimés après le match. Des observateurs du football se sont également prononcés sur ce match Mali-Côte d'Ivoire remporté 2-1 par les éléphants aux dépens des aigles. Écoutons les analyses du doyen Djibril Traoré après cette défaite des aigles au micro de nos envoyés spéciaux. À plus de 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu une équipe malienne proche de battre une équipe ivoirienne avec la domination et tout. Ça, il faut le dire. Et moi, je fais quelques observations. D'abord, quand on menait 1-0, je pense qu'on devrait appuyer sur l'accélérateur et toucher la plaie de l'équipe ivoirienne, enfoncer, comme on le dit, le couteau dans la plaie, pour essayer de marquer un deuxième but et nous mettre à l'abri. On ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, on a reculé. Ça, je n'ai pas compris. 2, le pénalty. Kamouri est allé chercher le ballon. Donc, il était prêt à tirer le pénalty. Je ne sais pas, le tireur, pourquoi il a changé. Est-ce que c'était décidé avant le match? Je n'étais pas dans les réunions pour savoir ce qui avait été décidé par rapport au tireur de pénalty. Mais à mon sens, Adama n'est pas un grand tireur de pénalty dans l'équipe malienne. En fait, ce n'est pas le meilleur. Troisièmement, les changements. Je n'ai pas compris non plus. Je ne tire pas sur l'entraîneur, mais les changements, je n'ai pas compris. L'équipe mène 1-0. Il reste juste quelques minutes à jouer. Vous faites sortir vos 3 attaquants qui fixent la défense adverse. Une mauvaise défense ivoirienne. Kamouri sort, Lassana sort, Sinayogo sort. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que depuis qu'eux ils sont sortis, la défense ivoirienne s'est permise de monter, de me poser des problèmes. Et les Ivoiriens, ils ont complètement changé de tactique. Ils ont maintenant joué à la verticale, en profondeur. Ça posait des problèmes à notre équipe. Donc, bref, vous savez que ces quelques facteurs-là, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, franchement. Parce qu'on avait le match en main. Dans les dernières minutes, on a laissé partir. Et mieux, dans les dernières minutes de la prolongation, encore, la pilule est amère. J'imagine l'atmosphère qui règne à Bamako. Les gens ont dormi sûrement à 20h. Une analyse de Djibril Traoré, oui. Alors, le dernier quart de finale, l'Afrique du Sud s'est qualifiée à l'issue des tirs au but face au Cap-Vert, Famro. Oui, les deux sélections n'ont pas pu se départager au terme de la première période, marquée par des tentatives de part et d'autre, mais sans incidence sur le tableau d'affichage. La deuxième période et les prolongations ont elles aussi connu une rivalité intense entre les deux protagonistes, qui ont fini par se quitter dos à dos. Au terme de la séance des tirs au but, les Sud-Africains ont décroché le dernier ticket des demi-finales grâce notamment au gardien Ron Williams qui a arrêté 4 tirs au but. En demi-finale, l'Afrique du Sud retrouvera le Nigeria qui a éliminé la veille l'Angola par 1-0. Alors, disputé vendredi et samedi, les quarts de finale de la CAN 2023 ont donc rendu leur verdict. On connaît désormais les affiches des demi-finales du tournoi. Oui, la première affiche, c'est Nigeria-Afrique du Sud, mercredi 7 février à 17h. Monté en puissance durant le tournoi, le Nigeria reste sur 4 victoires consécutives sans prendre de but. Solide derrière et efficace devant, les Super Eagles font office de grands favoris à la victoire finale. Face à eux, une sélection d'Afrique du Sud qui n'était pas attendue à ce stade de la compétition
et qui va participer aux demi-finales d'une CAN pour la première fois depuis 2000. Les Bafana Bafana n'ont plus perdu depuis leur défaite inaugurale face au Mali. Nigeria-Afrique du Sud est un classique du football africain. Toujours mercredi 7 février, dans la soirée à 20h, la République démocratique du Congo défiera le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Qualifiés in extremis pour la huitième de finale grâce à leur place parmi les meilleurs troisièmes. Les éléphants ont ensuite créé la sensation en éliminant le Sénégal, tenant du titre. Ce samedi, lors du derby face au Mali, la bande à Emerse Faé a arraché sa qualification à la 122e minute de la prolongation. Est-ce la chance du champion? Point d'interrogation pour le moment. Pas attendu parmi les favoris, la République démocratique du Congo a elle aussi surpris son monde. Les Léopards se sont ainsi hissés jusqu'en quart de finale sans avoir gagné le moindre match, mais en ayant tout de même sorti l'Égypte, septuple championne d'Afrique, au tir au but en huitième de finale. Puis ils ont enfin remporté leur premier match 3-1 contre la Guinée en quart pour renouer avec la demi-finale depuis 2015, tout comme leur futur adversaire ivoirien. Alors, Famourou, des personnalités du groupe d'études techniques de la CAF donnent rendez-vous à la presse pour une analyse de la CAN 2023 ce lundi. De quoi s'agit-il? C'est l'événement exceptionnel qui réunira un illustre panel de légendes du football, d'entraîneurs renommés et d'invités estimés, offrant une plateforme pour des discussions approfondies, des analyses d'experts et des perspectives convaincantes à l'approche des demi-finales du tournoi. Le panel comprend Joseph-Antoine Bell du Cameroun, Abdul Faisal Chipsa du Ghana, Edgar Watson Soubi de l'Ouganda, Clémentine Touré de la Côte d'Ivoire, Erita Ilunga de la République démocratique du Congo, Abraham Mebratou de l'Éthiopie, Michael Amenga du Kenya, avec des invités spéciaux comme le Ghanéen Anthony Bafo, le Togolais Emmanuel Adebayor ou encore des Ivoiriens Chaka Tiene et Emmanuel Eboué. Le groupe d'études techniques de la Coupe d'Afrique des Nations s'apprête donc à captiver les passionnés de football et les médias en réunissant d'éminentes légendes du football et des invités spéciaux pour une analyse dynamique et perspicace de la 34e édition du plus prestigieux tournoi africain. Ce sera ce lundi, comme vous l'avez dit, à 13h GMT au centre principal des médias du Palais de la Culture d'Abidjan. Terminons cette actualité des sports avec le championnat national de Ligue 1 qui a son programme des rencontres cet après-midi. C'est au compte de la 16e journée. Oui, à démarrer jeudi 1er février, les rencontres de la 16e journée se poursuivent ce dimanche avec 4 matchs. Le Stade Malais de Bamako, deuxième au classement, et le Djolobassé, troisième, jouent contre respectivement l'USFAS et l'US Bougouni. Les deux autres rencontres du jour opposent Binga FC à l'US Bougouba et l'AS Black Star au club olympique de Bamako. Coup d'envoi de ces matchs à 16h temps universel. La 16e journée prend fin ce lundi avec 2 matchs. Le leader l'AS Real reçoit l'AS Police et Afrique Football Elite joue contre l'Union Sportive du Cercle D et Kita. 2 rencontres se sont jouées jeudi en ouverture. 11 créateurs et ATS de Koro ont fait match nul 1 but partout. L'association sportive de Korofina ASCO et l'AS Bakaredjan se sont quittés également sur un score de parité 0-0. Merci beaucoup Famourou Diorté pour toutes ces informations sportives. 13h32 sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale le rédacteur en chef Bourama Traoré, à la mise en onde Bintou Traoré, à la réalisation Lassine Keita, mise en ligne assurée par Sekou Traoré. Retrouvez les infos sur nos antennes à 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de la Radio Nationale du Mali. Au revoir.